Omerta sur ces maladies dites honteuses. Souffrir en silence est parmi les pires supplices, ça vous ronge presque autant que votre maladie. Il y a pourtant énormément de femmes qui taisent leur souffrance en considérant être atteintes de maladies ou de troubles dites honteuses. Ces femmes endurent courageusement l'alcoolisme, la dépression et la fistule obstétricale. Nous entrerons plus en profondeur dans l'analyse au cours de cette émission panafricaine. Bienvenue à vous, nous sommes à Dakar et nous sommes au Musée des civilisations noires, dans l'espace dédié aux femmes en politique et spécifiquement au leadership féminin. Professeur Aïda Sylla, bonjour. Bonjour Nina, bonjour et merci de nous inviter à cette belle émission qui nous permettra donc de nous entretenir avec les populations pour expliquer ce que nous faisons au quotidien et qui pourrait les intéresser. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fatou Céline Diouf, merci Madame la coordonnatrice d'être venue répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nina, c'est moi qui vous remercie. Merci de me donner l'occasion encore une fois de pouvoir m'exprimer au nom de ces femmes qui souffrent en silence. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, des femmes qui souffrent en silence, mais bien avant cela, professeur Aïda Sylla, je démarre par vous. Vous êtes médecin psychiatre et vous exercez depuis 25 ans. Pourquoi avoir choisi ce domaine? Parce qu'il y a 25 ans, vous étiez l'une des rares femmes à vous intéresser à ce domaine précis, qui est la psychologie. Oui, en fait, j'ai fait des études médicales, donc je suis médecin, parce que ce qui me motivait, c'était de pouvoir soulager la souffrance. Et au cours de mon cursus, je me suis rendu compte que la souffrance n'était pas que physique. Les gens pouvaient souffrir dans leur corps, mais il y avait une autre souffrance terrible, parfois méconnue, qui était la souffrance au niveau psychique. Et je crois que cela m'a décidé à me pousser vers cette spécialisation qui me permettait de traiter les maladies mentales, mais aussi de m'intéresser à tout ce qui était souffrance psychique autour de cela. Parce qu'après, j'ai fait une autre formation en psychothérapie familiale, systémique. Parce qu'on peut se rendre compte que même la souffrance d'un membre de la famille pouvait retentir sur ses proches qui souffraient tout autant, sinon plus que lui, et donc devaient être aidés dans ces moments difficiles. Et cela nous a poussés à nous orienter vers ce domaine-là. Très bien. On pourrait parler de déclic. Et spécifiquement, c'était quoi le déclic pour vous? Alors, le déclic, j'en parle souvent à mes étudiantes. Une anecdote, c'était lors de nos stages cliniques où j'ai vu une patiente qui devait subir une amputation. Et on le lui a annoncé d'une manière qui me paraissait à moi un peu brutale. C'est-à-dire en moins de 15 minutes, il a été annoncé à cette dame qu'on allait lui enlever un membre et le médecin qui le lui a annoncé est parti de suite. Je n'avais pas encore le bagage pour faire des psychothérapies, mais je me souviens que j'étais restée avec cette dame une bonne partie de l'après-midi au point de rater même mes cours parce que nous avions les stages le matin et les cours l'après-midi. Et donc, je suis rentrée tard chez moi. Et le lendemain, lorsque je suis venue, je m'attendais à la voir après son intervention pour lui parler. Mais on m'a annoncé qu'elle était décédée dans la nuit. C'est-à-dire avant de subir cette amputation, qui, on pouvait le sentir à l'annonce, était déjà douloureux pour elle. Et là, je crois que je me suis dit, si je ne me limiterais uniquement à soulager la douleur, je serais passée à côté de beaucoup de choses. Et je pense que ça a été décisif pour mon orientation,
vers le domaine de la santé mentale. Merci, professeur. Fatou Céline Bass, vous êtes coordonnatrice de la maison d'accueil et d'appui à la réinsertion des femmes qui sont atteintes de fistules obstétricales. Vous êtes travailleur social, mais à la base, votre spécialisation, est-ce qu'elle était orientée à accompagner ces femmes qui souffrent de maladies dites honteuses? Pas forcément. En tout cas, c'est en 2012 que j'ai eu, en tant qu'agent de la direction de la famille, à être invitée sur ce projet par l'actuelle directrice de l'équité et l'égalité de genre. À travailler, c'était le projet à partir de 8 femmes affectées par la fistule obstétricale. Et on les avait opérées gratuitement avec l'équipe du professeur Maguey. Ensuite, on a fait de l'accompagnement psychosocial et ensuite on les a formés pour des activités génératrices de revenus et on les a subventionnées à hauteur de 500 000 chacune. Donc c'était la première génération, donc j'étais encore agent. Et en 2013, j'ai réussi au concours du second cycle à l'INTSS. Donc j'étais tellement touchée par ces femmes, il fallait présenter un projet, un avant-projet de mémoire. Et je me suis dit que je vais travailler sur ces femmes. Et le thème qui m'accrochait, c'était de voir quel était l'apport de l'activité génératrice de revenus sur le vécu socio-économique de ces femmes. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti quand je suis allée à l'école et j'ai fait un excellent moment. Parce que le fait d'avoir vécu avec ces femmes, d'avoir vraiment, de m'être impliquée en tant que travailleur social. Et voilà, quand j'ai fini en 2016, je devais être affectée normalement à la direction générale de l'action sociale. C'est là que le ministère m'a rappelé parce qu'il savait que j'avais fait le mémoire dessus pour me nommer coordonnatrice en 2018. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes sortie de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés de Dakar, le NTSS, c'est comme ça on l'appelle toujours. Professeur, comment se porte la maladie mentale ou la santé mentale aujourd'hui au Sénégal? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, nous sommes quand même à plus de 50 ans d'existence, de structure, de prise en charge des malades mentaux. Les services datent de 1956 et même avant 1956, quelque chose existait à ce niveau. Donc je pense que pour être connu aujourd'hui, cette spécialité est assez connue. Même s'il y a encore certaines difficultés liées à la pauvreté beaucoup plus qu'à la méconnaissance. La preuve, je le dis, tant que nous verrons des malades mentaux qui ne sont pas traités, qui sont dans les rues, cela veut dire que quelque part, tout n'est pas encore fait. Mais je crois que de plus en plus, les personnes ont le réflexe d'aller demander de l'aide lorsqu'ils sont confrontés à une souffrance psychique, ce qui fait qu'au-delà de Dakar, même dans les régions, nous avons aujourd'hui des structures avec des psychiatres qui offrent donc ce type de soins aux populations. Maintenant, ce qui reste, c'est dans le domaine qui dépasse les maladies mentales, c'est-à-dire la souffrance beaucoup plus subtile qui peut être liée à des difficultés existentielles, que ce soit d'autres maladies, comme ce dont vient de parler Madame Diouf, mais aussi d'autres situations de vie. Parfois, les personnes exposées ne savent pas qu'ils peuvent aller demander de l'aide chez un médecin ou chez un psychologue. Parce qu'il reste gravé dans les esprits que quand on va à l'hôpital, il faut un symptôme physique. Il faut avoir mal au bras, à la jambe, à la tête ou au ventre. Et même lorsque les personnes viennent, dans un premier temps, ce sont des symptômes physiques qu'ils nous présentent. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Et c'est souvent dans l'entretien, petit à petit, qu'ils parviennent
à nous dire qu'il souffre d'autre chose. Merci, merci professeur. Il souffre d'autre chose et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous parlons de dépression, d'alcoolisme et de fistule obstétricale. Cela me permet d'introduire notre chroniqueuse Marième Faye. Vous la connaissez sur les réseaux sociaux, qui fait d'excellentes chroniques, qui est très engagée, Marième, et c'est notre chroniqueuse choc que je reçois sur ce plateau. Ndeysaan, en Afrique, j'ai l'impression que le temps y est plus flegmatique, que tout peut se reporter à demain, même les problèmes urgents. Alors, on se projette à effacer la pauvreté à l'horizon 2030, l'Union africaine à l'horizon 2040. Et en 2050, on aura des hôpitaux partout et les femmes arrêteront enfin de mourir en couche. Quand j'étais petite, il y avait une chanson qui disait « L'an 2000, l'an 2000 ». L'an 2000, Atumna Tangela, l'an 2000, l'an 2000, l'an 2000, le Sénégal sera dans l'opulence. L'an 2000, l'an 2000, l'an 2000, Sénégal comme Paris. Mais ça, va le dire aux femmes qui sont en ruralité. Parce qu'en Afrique, vivre à la capitale et vivre en ruralité, c'est deux mondes diamétralement opposés. Je te dis, à Dakar, les femmes ont la possibilité d'accoucher dans des cliniques 4 étoiles. Alors qu'à peine à 2 heures de voiture, les femmes vont en salle d'accouchement en charrette. Et parfois, sans aucun suivi de grossesse. Tu me diras que c'est exotique ou rock'n'roll. Bon, à Dakar, non seulement tu vas à l'école, mais tu peux te permettre de faire de longues études et seulement après penser au mariage. Mais en ruralité, on en est encore à marier de force une jeune fille de 13 ans et devenir mère à 14 ans. Pendant que nous sommes connectés au dernier Louboutin sur le marché. De l'autre côté là-bas, elles sont connectées à la marche sous le soleil. Faire plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau potable. Ah oui, et ça, le TIR, acheté à coups de milliards, n'y changera rien. Alors l'an 2000, Sénégal comme Paris, elles attendent encore, hein? D'ailleurs, moi aussi, hein? Elles attendent encore que l'interdiction de l'excision soit totalement appliquée. Elles attendent des maternités à proximité. Oui, un gynéco à proximité, des sages-femmes à proximité. Waouh! Un personnel qualifié qui pourrait leur éviter des accouchements qui les mènent à la fistule obstétricale. Elles attendent plein de choses, mais elles attendent surtout de donner la vie sans y laisser la leur, ou d'en sortir avec des maladies qui les mettent à la marge de la société, isolées, pointées du doigt. Pour seul compagnon, une odeur qui les pousse à l'exclusion, arrêtant toute activité économique. Si elles ne sont pas tout simplement échangées contre une femme qui ne mouille pas ses pagnes, elles sont répudiées de la maison conjugale. Bah oui, mais c'est connu, hein? Ah oui, un homme a besoin d'une femme qui s'occupe de lui, et non le contraire, n'est-ce pas? Ah bah oui, c'est un homme. Elle a des besoins. La femme, oh mais grawul. Non, ce n'est pas grave. Non, mougne. Oui, qu'elle supporte. Bah, quand on a dit pour le meilleur et pour le pire, on n'a pas spécifié qui prenait quoi, hein? Donc l'homme a choisi. Alors, Nina Penda Faye, elle supporte. Merci Marième. Elle supporte, et pourquoi elle supporte? Professeur Aïda Sylla, Fatou Céline Diouf. Oui, je pense qu'elle a fait une belle chronique qui mettait en face deux mondes qu'effectivement beaucoup de choses séparent. Le monde urbain et le monde rural. Et je crois que dans nos pays, il est courant que tout ce qui est confort soit concentré au niveau des capitales. Et lorsqu'on est issu du monde rural, comme il le dit, je suis un pur produit du monde rural, parfois il faut se battre pour y arriver, il faut se battre pour s'imposer, et je pense qu'on ne devrait plus en être là. Les chances devraient pouvoir être égales, que chacun où qu'il puisse se trouver, puisse, de par son mérite, avoir sa place au soleil. Merci, professeur. Voilà, moi je vais
commencer par dire qu'on a célébré la génération égalité, donc Mariam. Je pense que beaucoup de choses sont en train d'être faites par l'État sénégalais et aussi par le ministère de la Femme et le ministère de la Santé qui sont des partenaires. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est vrai qu'il reste des choses à faire, mais c'est d'essayer d'implanter des blocs SONU, c'est-à-dire où il y aura des soins obstétriques néonataux d'urgence pour que les femmes puissent accoucher sans y perdre la vie et aussi sans être affectées par une fistule obstétricale. C'est vrai qu'il reste des choses à faire. Je pense que vous avez bien campé ce qu'il y a comme mot autour de cette fistule obstétricale. Vous avez parlé de ces facteurs qui sont dits favorisants, notamment le mariage précoce, notamment l'excision, notamment toutes ces pratiques néfastes dont souffre la jeune fille en général. Quand la femme vit dans une extrême pauvreté, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on appelle les goulots d'étranglement qui nous empêchent d'évoluer. Et on a besoin de toutes les femmes pour pouvoir construire une nation sénégalaise bien forte aux côtés de nos hommes, qui parfois, quand il est difficile, ils nous tournent le dos. Nous allons suivre avec nos téléspectateurs qui nous regardent un peu partout, qui suivent Panafricaine sur Edan TV. La fistule obstétricale est une lésion qui peut survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque des pertes vaginales nauséabondes ou des selles qui passent par le vagin. Les femmes qui en souffrent font souvent l'objet d'isolement social. Je suis tombée malade à l'âge de 14 ans lors de mon premier accouchement. L'enfant, malheureusement, n'a pas survécu. J'ai automatiquement fait l'objet d'isolement social. Même quand je préparais à manger, ils refusaient ma nourriture. On me traitait de tous les noms d'oiseaux. J'avais même tenté de me suicider, mais ma foi m'en a empêché. L'opération déjà effectuée grâce à une association, la dame à la soixantaine révolue court en vain derrière un appareil prescrit par le médecin dans le cadre du traitement de sa maladie. On n'a plus de fistules, mais on ne parvient toujours pas à payer l'appareil du traitement car il coûte cher. On nous a beaucoup aidés avec des formations et des financements. Depuis 5 ans, je suis malade. Au début, c'était très dur et je pensais même que j'allais mourir. J'en avais jamais entendu parler. Ça m'a mis dans une grande précarité, mais grâce au financement des ONG à hauteur de 500 000 francs, j'ai pu améliorer ma situation. J'ai acheté un réfrigérateur et j'ai commencé à vendre de la crème glacée. Comme si cela ne suffisait pas, son mari, qui ne pouvait plus supporter la maladie de sa femme, n'a rien trouvé d'autre à faire que de l'abandonner. Au début, mon époux m'aidait beaucoup, mais par la suite, il s'est découragé. Il m'a abandonnée. Même la nuit, il la passe dans une autre chambre. Il m'a demandé de retourner chez mes parents, mais j'ai refusé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 50 000 à 100 000 nouveaux cas de fistules obstétricales sont enregistrés chaque année à travers le monde. 30 000 nouveaux cas pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sur lesquels seulement 3 000 sont traités. À 1 million de jeunes filles et de femmes issues du continent africain. Merci à Kadior Cissé qui
réalisé ce reportage. Nous revenons sur ce plateau justement pour continuer en parlant de cette prise en charge de ces femmes qui sont atteintes de fistule obstétricale, Madame Diouf. Comment on en arrive à ce stade? En tout cas, pour la prise en charge de la fistule obstétricale, c'est 2 volets. Il y a le volet médical avec l'appui de la clinique urologique, c'est le ministère de la Santé. Ensuite, il y a le volet réinsertion socio-économique avec un volet accompagnement psychosocial et la pratique des AGR, la formation. Donc, quand l'opération elle est gratuite. Donc à la maison d'accueil, c'est un internat. On accueille les femmes qui viennent. En plus, elles vont aller se faire opérer à la clinique urologique. Elles reviennent, elles sont là, le temps de reprendre des forces. Ensuite, là, c'est là qu'on fait l'accompagnement psychosocial. Parce que c'est selon les cas, il y a certaines qui sont très fortes et qui peuvent s'en sortir. D'autres, c'est vraiment le blackout. C'est des femmes qui sont très, très dépressives, donc qui ont besoin de nous, qui ont besoin, déjà quand elles arrivent, quand on leur prête l'oreille attentive, déjà, c'est déjà quelque chose, elles sont soulagées. Parfois, elles parlent de leur souffrance, elles remontent dans le passé. Et donc, on les écoute, on écoute beaucoup et on essaie de régler le problème. On essaie de réparer les problèmes avec la famille et le mari. Mais avant d'en arriver à la réparation, ma question reste, pourquoi et comment on devient une femme atteinte de fistule obstétricale? C'est des femmes qui sont analphabètes, c'est des femmes qui sont issues de milieux très, très défavorisés. C'est des femmes qui, dans les zones d'où elles viennent, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'infrastructure qui peut les permettre d'aller accoucher normalement, comme elle l'a dit. Et même pour faire les visites, c'est difficile. Donc, parfois, c'est des femmes qui restent 2, 3 à 5 jours sans aller dans une structure de santé. Ou bien, par exemple, on les garde à la maison et on leur demande de mougnal, jigen de mougne. Et il y a un proverbe africain qui dit que le soleil ne doit pas se lever et se coucher sur la tête d'une femme qui est en train d'accoucher. Ça veut dire qu'il faut la prendre automatiquement en charge. Et comme le dit souvent le professeur Labou, il dit que quand il y a une césarienne, il n'y a pas de fistule. Donc, dès que la femme accouche une journée, c'est difficile. Donc, il faut vraiment l'acheminer vers une structure de santé qui a l'équipement pour pouvoir faire la césarienne et la sauver. Sinon, voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Mariam, tu veux prendre la parole? Le débat est ouvert. On se lance. Non, parce que j'entends... Moi, par exemple, je vois tout à l'heure aussi dans le reportage, elle a quand même un certain âge. Et elle dit quand elle avait 14 ans. Donc, je me dis, en fait, elle reste malade pendant très longtemps. Est-ce que c'est une maladie qui... C'est obligé que ce soit aussi long ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge en un temps peut-être plus court, quoi? Si vous permettez, Mesdames, oui, si vous permettez bon, je suis médecin oui. avant tout, après tout, je ne sais pas. Donc, sur l'origine de la fistule, je pense qu'il y a eu des images qui sont passées, une belle iconographie qui montre comment la fistule intervient. Avec l'accouchement qu'on a montré, la tête du bébé qui s'engageait dans la filière génitale. En fait, c'est lorsqu'un accouchement dure trop longtemps. Parce qu'il y a un temps que la tête du bébé ne doit pas appuyer sur les tissus. Donc la tête du bébé est là, elle appuie sans sortir et elle appuie sur des vaisseaux sanguins, elle bloque l'arrivée du sang et donc les tissus sur lesquels elle appuie vont mourir, c'est-à-dire se nécroser. Et après l'accouchement, ces tissus morts vont chuter. Et lorsqu'ils vont chuter, vous avez un trou qui va exister entre le récipient qui contient l'urine, le vagin et le récipient qui contient les selles. Ce qui fait que vous allez avoir l'urine qui va passer dans le vagin.
les selles qui vont passer dans le vagin et rien ne va les retenir, ils vont s'écouler au fur et à mesure qu'ils vont se former. Et c'est ce qui fait que cela sente, comme ils l'ont dit, hein, etc. Ça mouille les pagnes, comme elle le disait, etc. Et c'est ça qui amène la fistule, qui est une maladie qui ne va pas se réparer d'elle-même. Comme elle l'a dit, il faut une chirurgie, il faut réparer, il faut opérer. Et ce n'est pas évident que les personnes le sachent ou qu'ils rencontrent le spécialiste qui sait le faire ou qu'ils aient les moyens d'elles-mêmes d'aller le faire faire. Donc c'est juste ce que je voulais apporter comme contribution. Merci, professeur. Nous allons revenir sur l'autre thématique, la dépression, l'alcoolisme, parce que nous avons besoin également d'ouvrir sur ces maladies dites honteuses dont on ne parle pas, mais beaucoup plus compliqué, professeur, de parler de fistule obstétricale, parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui prennent en charge. Nous allons, avec la régie toujours, suivre ce second reportage qui nous parle un peu du comment faire pour briser les tabous, comment faire pour parler de ces maladies dites honteuses. La dépression se définit comme un trouble de l'humeur. Il existe différents symptômes. Une tristesse permanente, une insomnie, un manque d'intérêt pour les choses qu'on aime, une fatigue générale. Selon les statistiques de l'OMS, près de 30 millions de personnes en souffriraient en Afrique. Au Sénégal, les chiffres sur la prise en charge de cette maladie ne sont pas bien connus. Et la dépression arrive au 4e rang des hospitalisations et touche plus de femmes que d'hommes. Une alerte. Et c'est pourquoi, sans doute, en 2020, le hashtag Silonek, en Wolof, comment vas-tu, est créé sur les réseaux sociaux pour briser le silence. Il rencontre alors un fort taux d'approbation. Plusieurs personnes se libèrent, se racontent et se confient. Le net devient alors un mur des lamentations. Quand on sait qu'il n'existe pas beaucoup de structures adaptées aussi à la prise en charge des internements. Sans oublier qu'il faut débourser 25 000 francs pour une séance. Défaut dans la prise en charge, carence quant à l'existence de structures adéquates, sujet tabou, les patients préfèrent même parler de mal occulte. La dépression devient alors un déni. Alors on fait semblant d'être heureux, parce qu'il est plus facile de l'être que d'expliquer le pourquoi de sa tristesse. Je me permets donc de m'ériger en psychologue. Voici donc quelques conseils. Essayez de trouver l'épanouissement dans le travail, se divertir, dormir suffisamment, avoir une alimentation équilibrée, s'entourer de personnes positives et pourquoi pas rire, beaucoup rire et même sourire. Nos remerciements à Aïssatou Païfal et à Eloge Kiki qui ont réalisé ce reportage qui nous permet de dire, professeur, est-ce qu'il faut simplement rire, sourire, faire un métier qui nous plaît pour sortir de cette situation de dépression? Cela fait du bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la dépression est quand même parfois une maladie, une véritable maladie qu'il faut traiter avec des médicaments. Ça, il faut le dire. Parfois, il y a un besoin de donner des médicaments, même parfois en urgence, par voie injectable, parce que la dépression, quand vous voyez une personne qui en souffre, il y a ce qu'on appelle la douleur morale. Et les personnes qui l'ont connue vous disent que la douleur physique est de loin plus acceptable que cette douleur morale. Tout est noir, tout est négatif. Et ce sont des personnes qui n'arrivent même plus à se projeter dans le futur. Négligés, ils perdent plaisir à tout, plus rien ne leur fait plaisir. Et ce sont des personnes qui éprouvent aussi de la culpabilité. Et c'est ça le plus important, ils ne veulent même pas demander d'aide. Parfois, vous en avez qui vous disent, c'est comme si je n'étais plus croyante.
je n'ai aucun problème, pourquoi j'ai cette tristesse? Et autour d'eux, parfois le discours c'est mais lève-toi, mais pourquoi tu te couches? Mais tu as tout pour être heureux. Et ça les culpabilise encore plus, alors qu'ils sont malades, alors qu'ils ont besoin de soins pour sortir de là. Mais non, une fois qu'ils sortent du gouffre avec les médicaments, qu'ils redeviennent comme vous, très souriantes, je pense qu'à partir de ce moment, on peut amorcer quelque chose pour la prévention. Leur dire, faites telle chose, allez-y dans les activités, divertissez-vous, soyez positifs, allez parler avec quelqu'un. Mais il y a des phases de la maladie où les discours vont retentir comme sur du fer. Ça ne pourra pas toucher la personne parce qu'elle ne sera pas en état de vous écouter et de comprendre ce que vous dites, tellement elle est envahie par de la détresse et du désespoir. Je crois qu'il faut le comprendre et le prendre comme tel, savoir qu'il s'agit avant tout d'une maladie. Malheureusement, parfois ça entre dans le cadre d'une maladie plus globale qu'on appelle maladie bipolaire. C'est-à-dire, vous avez des phases de dépression avec tristesse et de grandes phases d'excitation, de volubilité, ce qui fait que l'entourage va considérer la phase dépressive comme une phase normale de guérison. Parce que la personne déprimée ne va déranger personne. Elle va se cloîtrer, ne fera aucun bruit, ce qui dérange moins les proches, ce qui dérange moins l'entourage qui avait honte qu'on sache que quelqu'un est malade. Et donc on le néglige alors que c'est la phase la plus grave parce que malheureusement, très souvent, la dépression aboutit au suicide. Voilà ce que je voulais repréciser par rapport à cet élément et votre question. Est-ce qu'il faut faire comme Mariam Dial dans Maîtresse d'un homme marié, Halima Gadji, connue, qui dit « il faut que j'en parle ». Quand est-ce qu'on libère la parole? Quand est-ce qu'on dit « je suis alcoolique, il faut que j'aille voir un spécialiste. Je suis dépressive, il faut que j'aille voir un spécialiste. Je suis bipolaire ou je pense l'être, il faut que j'aille voir un spécialiste. » Moi, je voudrais rajouter, est-ce que c'est une personne malade qui va prendre l'initiative de venir voir un spécialiste ou est-ce que ça passe par l'entourage qui l'accompagne? Nous, on sait ici que la dépression, quand on parle de dépression, quand on parle de problèmes psychiques et tout ça, on a plus tendance à dire, ouais, la personne là, elle fait des manières et tout. On ne prend pas au sérieux. C'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment installé dans notre culture, quoi qu'on en dise. Si la personne n'a pas la chance d'avoir un entourage qui va l'accompagner et qui va se rendre compte qu'en fait, elle a vraiment besoin de prise en charge, c'est pas ça aussi qui fait que ça traîne, ça traîne, ça traîne? Oui, je pense que dans ces cas, l'aide des autres est très importante. Vous savez, quand vous venez à l'hôpital de Fann, qui abrite le premier service de psychiatrie du Sénégal, au frontispice, la devise que vous verrez, c'est « Nit nitay garabam ». C'est-à-dire tout homme est le gardien de son frère. C'est comme ça qu'on l'a traduit. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental dans le domaine de la santé mentale. Parce que très souvent, la personne qui souffre n'a pas les moyens physiques comme psychiques d'aller demander de l'aide. En plus, il y a tout ce tabou dont on a parlé. Mais ceux qui vivent habituellement avec lui, qui l'observent, peuvent repérer des moments où ils sentiront que cela ne va plus. Et à partir de ce moment, il leur revient de s'assurer de la personne souffrante pour pouvoir l'accompagner vers les lieux de soins. Parce que la personne laissée à elle-même ne risque pas de le faire. Et je crois que le spot en appelait à cette solidarité qui devrait agir pour aider ces personnes à recevoir le type de soins qui leur convient. Avons-nous l'exemple des alcooliques anonymes au Sénégal? Parce que les femmes alcooliques, peut-être qu'on va en entendre parler en venant vous voir. Ce n'est pas courant, professeur. Je ne dirais pas que ce n'est pas courant. Ça ne se voit pas.
Ça ne se chante pas sous tous les toits. Et je vais vous donner une anecdote. Hein. Dans n'importe quelle structure hospitalière, lorsque vous hospitalisez quelqu'un, vous allez rechercher dans ses antécédents s'il fume, s'il prend de l'alcool. Et ça, c'est très important pour le médecin, parce que lorsque vous hospitalisez quelqu'un qui a l'habitude de prendre de l'alcool, il y a des mesures de prévention à faire pour qu'il ne tombe pas avec un sevrage brutal dans ce qu'on appelle le délirium tremens. Mais 80% des personnes à qui vous posez cette question vous fusilleront du regard pour vous dire qu'ils ne prennent pas d'alcool, tellement c'est tabou. Même ceux qui prennent de l'alcool au point d'avoir des stigmates sur leur visage qui tombent dans la rue, vous leur demandez, ils banalisent. Ben non, j'ai pas bu. Ben non, pourquoi ils disent ça? C'est de mauvaise langue. Personne n'acceptera publiquement de consommer de l'alcool. Parfois même, vous traitez quelqu'un pour alcoolisme sur de nombreuses années, il continue à nier consommer de l'alcool. Parce que c'est mal vu au plan religieux, au plan social, etc., etc. Mais nous avons des femmes qui ont des problèmes avec l'alcool. Et nous disons chaque fois que la personne perd la liberté de s'abstenir de boire, il y a un problème qui nécessite que cette personne aille vers des structures de soins. Parce qu'on peut boire beaucoup, mais on doit garder cette liberté de dire non, aujourd'hui je ne bois pas, ou je n'ai pas envie de boire. Mais lorsqu'on a perdu cette liberté, cela veut dire qu'on a basculé de l'autre côté. Les gens viennent vous voir pour des problèmes d'alcoolisme. Ça existe au Sénégal. Je ne savais pas. Oui. Je découvre. Il y a même un centre spécifiquement dédié aux addictions à femmes, le CEPIAD, Centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. Vous avez ceux qui ont une addiction à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne, à la cocaïne, à Internet, aux jeux d'argent, aux jeux de hasard, au sexe. Vous avez tous ces types d'addictions qui existent. C'est de l'addiction aussi. Oui. Et on peut en être malade. Oui. Merci. Même les réseaux sociaux, je suis sûre que vous avez déjà interpellé des personnes que vous connaissez pour leur demander de lever le pied. Oui, toujours, toujours. Et puis les jeux, comme on est tout le temps connectés sur nos tablettes, sur nos téléphones et tout ça. Mais c'est intéressant de savoir que tout ça, ça existe à Dakar. Et on n'y pense pas. On ne pense pas à aller voir ces centres-là, en tout cas pour l'alcool, peut-être aussi pour Internet, comme vous avez dit. Le cannabis et tout ça, on a l'habitude d'en entendre parler. Mais sur les autres problèmes, en fait, je pense que c'est pas assez... on n'en parle pas assez. Les gens ne sont pas assez au courant. Et ce serait bien qu'ils le sachent, en fait. Pas assez connu nous permet de terminer cette partie en parlant de prévention. Madame Diouf, pour celles qui sont atteintes de fistules obstétricales, qui ont aussi besoin, au-delà du fait d'être restaurées, si je peux utiliser le terme, elles ont besoin d'un accompagnement psychologique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver une solution en sortant de cette culture de sutura où il faut tout garder, tout cacher, rester dans la discrétion? Est-ce que réellement cette culture de sutura ne nous éteint pas, ne nous tue pas? Absolument. Je pense que c'est ça le véritable problème, cette culture de sutura. Ce sont nos représentations socio-culturelles. Nous avons une société sénégalaise qui est une société à préjugés, une société très stigmatisante. Et pourtant, nous avons une société communautariste. C'est juste d'essayer de prendre ce qui est vraiment positif chez nous. C'est cette société communautariste qui met l'individu au centre. Donc, essayer d'aller vers cette porte de sortie pour pouvoir aider ces femmes. C'est-à-dire, en tout cas, investir cette communauté pour pouvoir restaurer la famille. C'est d'abord le village, c'est le quartier, c'est la famille, c'est le mari, c'est la belle famille. Autour de ces personnes-là, leur faire prendre conscience que la femme n'est pas fautive. Parce qu'en général, quand une femme est affectée de fistule, on dit que c'est une femme qui est infidèle, une femme qui n'est pas soumise, une femme qui est ceci, qui est cela. Leur expliquer que la fistule obstétricale est purement médicale.
qu'il n'y a pas autre chose et leur demander aussi de faire un bloc autour de cette femme quand elle est en état de grossesse, faire beaucoup de prévention, la soutenir, l'accompagner vers les structures hospitalières, vers des gens habilités pour que cette femme, et puis arrêter de dire que jigéen dafa war a muñ. Quand la femme a envie de crier, quand elle accouche, laissons-la crier, ressortir cette douleur. Voilà, l'accompagner. C'est pas parce que quand la femme accouche, le mari ne doit pas être là du tout. Il y a certaines choses qu'on dit, ça n'aide pas la femme. Le mari doit être là, présent aux côtés de sa femme, partager cette douleur, aller vers les structures hospitalières. Là, nous avons la chance d'avoir des badienu gox qui sont là et qui vont faire le travail entre ces différents membres de la famille nous impliquons beaucoup les badienu gox. Il y a même le concept de nijayu gox et le xiif. Il faut que les hommes s'investissent à nos côtés pour qu'on puisse vraiment lever l'équivoque sur beaucoup de choses qui nous sont en train, cette solidarité, les pesanteurs sociaux. Vraiment, il y a un concept qui existe chez nous, qui est au ministère de la Femme, il y a l'école des maris. Voilà, avec l'appui de l'UNFPA. La rue vous interpelle, chère Diarra, sur le plateau. Nous regardons les questions qui vous sont posées par les téléspectateurs. Je suis Pape Moussa. Je vais vous poser une question. Une dépression est-elle une folie? Une dépression est-elle une folie? C'est une bonne question parce qu'elle me permet de repréciser qu'il y a plusieurs maladies mentales. Parce que beaucoup s'imaginent qu'il y a une maladie mentale qui s'appelle dépression. Parfois même des personnes, lorsqu'ils parlent de dépression, toute maladie mentale est appelée dépression. Alors que c'est une parmi tant d'autres qui, comme on l'a montré dans le reportage, est un trouble de l'humeur. C'est une personne qui est triste, anormalement triste, de manière durable et parfois sans que rien ne justifie cette tristesse et qui perd même sa force physique au point de ne plus pouvoir bouger, prendre des initiatives ou faire quelque chose. Donc c'est différent de la folie. Je m'appelle Maria Maka et je voudrais poser une question. C'est-à-dire, est-ce qu'une ancienne malade de fou style peut tomber enceinte? Madame Absolument, et vraiment, on dirait qu'elle est connectée avec moi parce que ce matin, j'ai reçu une dame vraiment qui elle est presque à 4 mois de grossesse et vraiment, elle a fait des fausses couches et voulait vraiment garder cette grossesse. Donc, je l'ai reçue à mon bureau. On a appelé le médecin traitant. Elle était déjà partie à voir. Je lui avais demandé d'aller au poste de santé le plus proche pour faire la visite. Mais quand elle a eu le médecin lui a dit que je t'interdis formellement d'aller vers le dispensaire ou le poste de santé. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller voir un gynécologue qui va te suivre jusqu'à l'accouchement. Parce que ce bébé, on veut ce bébé. Vraiment. Et elle aussi, je sens qu'elle veut ce bébé. Et ça, c'est ma bataille. Ah, c'est une belle histoire. Voilà, je vais la suivre et je prie le bon Dieu pour que vraiment, parce que c'est des femmes en général qui sont des primipares et qui, en fait, perdent les bébés et ne seront jamais mères. Donc, s'il y a une chance pour qu'elles tombent enceintes, et c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut les accompagner jusqu'au bout. Bonjour, moi c'est Sarah Nzi. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir pourquoi les femmes arrivent à être alcooliques. Pourquoi les femmes arrivent à être alcooliques? Alors, c'est une consommation immodérée d'alcool. Vous savez, parfois, comment les gens rencontrent l'alcool, ça peut être simplement de manière récréative, parce que c'est convivial, on boit. Ce n'est pas tout le monde qui s'accroche. D'autres peuvent avoir une fragilité qui va les pousser à être, comme on dit, accro à l'alcool persisté. Et d'autres peuvent avoir tendance, lors des moments de blues, de tristesse, augmenter leur consommation, la renouveler. Comme me disait une femme, lorsque j'ai des problèmes, j'ouvre une bouteille, je prends un verre
Et après, comme par miracle, le problème disparaît. Le problème ne disparaît pas, il est encore là. Oui, mais son vécu, c'est que le problème a disparu. Et c'est comme ça, à force de vouloir faire disparaître les problèmes, qu'elle en est arrivée à ne plus contrôler sa consommation. D'autres vous diront c'est pour bien dormir, c'est-à-dire tomber dans le sommeil le soir, même si après il y a des réveils fréquents la nuit, et donc l'habitude s'installe. Au niveau biologique, il y a des théories qui montrent qu'il y a certains gènes qui vont entraîner cet alcoolisme, parce que vous avez parfois aussi des familles d'alcooliques. Donc vous avez plusieurs causes qui peuvent expliquer cet alcoolisme, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Maintenant, moi, si je suis, en tout cas, au niveau des habitudes, c'est le conseil qu'il faudrait donner dans ce cas-là, donc ce serait de ne pas aller boire pour régler le problème. Souvent, j'entends dire qu'il ne faut pas boire seul. Voilà, il faut en fait créer un univers convivial, que ça soit un geste de convivialité, de partage, plus qu'un geste d'automédication. Voilà. S'enfermer seul, se cacher, etc. Quand on le fait, ça commence à être un peu grave. Merci. Merci Marie-Ève. Nous en sommes à la fin. Je vais vous laisser dire le mot de la fin. Professeur, Madame Fatou Céline Diouf, je sais qu'on n'épuise jamais ce thème de la fistule obstétricale. Nous venons d'entamer ces thématiques sur la dépression et l'alcoolisme. Mais le temps est fini. Je veux juste vous dire quel est le mot de la fin pour vous, mesdames, après cette discussion autour de cette thématique des maladies dites honteuses qui nous a réunis aujourd'hui. Encore un mot de remerciement pour cette émission, mais aussi d'ouverture pour les téléspectateurs. À savoir que lorsqu'on parle de questions taboues, il ne faut juste pas s'arrêter là. Il faut qu'ils essaient d'en savoir plus là où ils puissent se trouver, qu'ils puissent s'adresser à des spécialistes, se documenter, parce qu'aujourd'hui, l'information est à portée de main sur des sites sérieux. Ils peuvent aller plus loin sur ces questions, en savoir plus et pouvoir être des ambassadeurs autour d'eux dans un seul souci d'éviter des souffrances qui n'auront pas de fin ou des souffrances qui vont s'aggraver, menant donc à des choses regrettables. Il faudrait que nous revenions à beaucoup plus de solidarité et d'humanité pour que chacun puisse trouver une place épanouissante dans la société. Plus de solidarité, plus d'humanité. Madame Fatou Céline Diouf. Voilà, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est dire à nos chers maris, à nos chers frères, à nos chers époux, que nous avons besoin d'eux. Parce qu'une femme ne peut pas tomber enceinte toute seule. Donc, dès que les femmes sont enceintes, il faut que les maris apprennent à s'intéresser, à s'ouvrir, à s'intéresser à cet état-là qui est là et qui va aboutir à un événement qui doit être heureux, mais pas malheureux. Voilà, donc toute la famille, on en appelle au Badjanogo, et surtout ce qui fait défaut au Sénégal, qui amène tous les problèmes, c'est que les gens n'ont jamais une oreille attentive. Ils se disent à qui je vais m'ouvrir pour ce problème. Les gens ont toujours peur. Et pourquoi cette honte? Même quand la femme est atteinte de ce mal, elle se cache. Elle ne veut en parler à personne parce qu'elle dit que quand je vais me confier à un tel, elle va aller à la place publique pour vraiment parler de ce problème. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur ces badjanougos pour que quand quelqu'un a un problème dans la communauté, dans le quartier, pour qu'elle puisse venir, en fait, parler de son problème. Et ce sutura sera encore préservé et les femmes vont remonter vers nous. Et je pense que la prise en charge pourra se faire. Ou bien quand une femme quelconque, peut-être est enceinte, si elle n'a pas un autre numéro, qu'elle nous appelle. Moi, je donne toujours mon numéro. C'est le 77 612 32 10. Quand on m'appelle, on va aider, on va orienter vers un médecin, on va faire le nécessaire, mais plus jamais de fistule. Il faut que ça cesse. Merci, Madame Fatou Céline Diouf. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la maison d'accueil, d'appui et de réinsertion de ces femmes qui sont atteintes de fistule obstétricale. Merci encore une fois. Et professeur Aïda Sylla, vous étiez notre invité également, vous êtes psychiatre. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Marie-Ève, merci.
pour ta chronique qui a campé le sujet, qui nous a permis de pouvoir débattre de tout cela. Mais nous ne faisons que susciter et j'espère qu'autour de vous, vous allez amplifier les voix, parler de fistule obstétricale, parler des causes, des raisons pour lesquelles nous en arrivons à ce stade, parler de l'alcoolisme et de la dépression. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci. Je sais que vous nous suivez sur toutes les plateformes de Eden TV, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Le débat se poursuit. Vous pouvez continuer à poser des questions, interagir avec nous. Ce sera avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission sur la fistule obstétricale, la dépression et l'alcoolisme, des maladies dites honteuses. Merci encore une fois et à très bientôt.